Vous ne devriez pas être dehors tout seul, monsieur, pas habillé comme ça, dans le South Bronx à 3 heures du matin. » L'homme ne répondit pas. Il se tenait voûté près du trottoir, la pluie battant son manteau à $1000, ses chaussures s'enfonçant légèrement dans une flaque au bord du trottoir fissuré. Puis, sans prévenir, ses jambes cédèrent. Il s'effondra face contre l'asphalte froid et humide. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. De l'autre côté de la rue, 2 hommes en veste à capuche s'appuyaient contre le mur d'une boutique de spiritueux fermée. L'un d'eux donna un coup de coude à l'autre, désignant l'homme à terre. Leur intérêt était évident, et pas amical. Ils commencèrent à traverser la rue, lentement, délibérément. Maya Williams n'attendit pas de voir ce qu'ils voulaient. Sans réfléchir, elle s'élança sous la pluie, éclaboussant dans le caniveau en se précipitant vers l'homme. « Monsieur, » appela-t-elle, s'agenouillant à ses côtés. De près, elle vit qu'il était plus âgé, probablement dans la cinquantaine, bien soigné et clairement pas du quartier. Une montre de luxe brillait à son poignet, son portefeuille était tombé à côté. « Ouvre les yeux. » Elle leva les yeux. Les 2 hommes se rapprochaient, à une douzaine de pas maintenant. « Pas ce soir, » murmura Maya. Avec une force surprenante, elle passa ses bras sous ceux de l'homme et le souleva, le traînant vers l'entrée de service de l'auberge Velvet Lantern. L'homme gémit de manière incohérente, mais ses jambes bougèrent juste assez pour ne pas traîner. Ils glissèrent à l'intérieur juste au moment où les 2 étrangers atteignaient le trottoir. Maya ne se retourna pas. À l'intérieur de l'auberge, les lumières du couloir bourdonnaient, projetant une lueur jaune fatiguée sur le carrelage. Maya installa l'homme sur un banc près de la buanderie. Sa tête penchait sur le côté, ses cheveux trempés collés à son front. Son haleine était lourde d'alcool. Elle fouilla dans son portefeuille pour trouver une pièce d'identité, essayant de ne pas se sentir coupable. Une carte de visite bordée d'or attira son attention. Harvey Whitmore. Elle cligna des yeux. « Attends, ce Harvey Whitmore. »« Anthony, » appela-t-elle au réceptionniste. « Peux-tu vérifier cette identité ?» Anthony revint, les yeux écarquillés. « Bon sang, » murmura-t-il, « c'est lui, vraiment lui. » Maya ne perdit pas de temps. Elle prit son téléphone et commanda un taxi. « Je ne le laisserai pas dormir ici, et je ne laisserai certainement pas un chauffeur Uber véreux lui voler ses cartes pendant qu'il est inconscient. » 15 minutes plus tard, le taxi arriva. Maya sortit un billet de 50 de son propre portefeuille, le plia soigneusement et le glissa dans la main du chauffeur avant qu'il ne puisse dire un mot. « Ne lui faites rien payer, ramenez-le juste chez lui. Il est hors d'état. » Le chauffeur haussa un sourcil mais acquiesça. Elle se tourna pour aider Harvey à s'installer sur la banquette arrière. Son corps s'appuya contre elle, lourd, comme quelqu'un qui avait lâché le volant de sa vie. En lui attachant la ceinture, il marmonna quelque chose. « Vous êtes des gens bien, » bredouilla-t-il. « N'oubliez pas, vous êtes le genre qui compte. » Elle ne répondit pas, elle ferma simplement la porte doucement. Le taxi s'éloigna dans la brume, ses feux arrière rougeoyant dans le brouillard. À l'intérieur, Maya resta immobile un instant, laissant l'air se poser. Ses chaussures étaient trempées, son sweat collait à ses épaules, et l'horloge du comptoir indiquait maintenant 3h52 du matin. Juste une autre nuit au Velvet Lantern. Sauf que, d'une certaine manière, ça ne l'était pas. Elle retourna vers le vestiaire du personnel, enlevant son sweat mouillé et essorant les manches. Elle ne savait pas ce qui l'avait poussée à agir ce soir-là. L'instinct, peut-être, ou juste un refus profond de laisser une personne de plus tomber pendant que le monde tournait le dos. Dehors, la tempête commençait à s'apaiser, et loin au-dessus des immeubles du South Bronx, la première lueur du matin fissura le ciel, silencieuse, stable et irréversible. Le jeudi suivant, juste avant le coup de feu du déjeuner, Maya pliait des serviettes à cocktail au bout du bar quand la cloche au-dessus de l'entrée tinta bruyamment. Elle ne leva pas les yeux. Probablement Monsieur Travers, le régulier qui demandait toujours un supplément de citron dans son thé glacé mais ne laissait jamais plus de 500 de pourboire. « Excusez-moi » dit une voix douce et polie. Elle leva les yeux, déjà en train de former un sourire poli, et se figea. Debout là, costume impeccable, cheveux soigneusement coiffés en arrière, yeux perçants d'intention, se tenait le même homme qu'elle avait traîné hors du trottoir une semaine plus tôt. Mais cette fois, il n'y avait aucune trace du désordre trempé et à moitié conscient qu'elle avait mis dans un taxi.
Il semblait posé, puissant. Les doigts de Maya se crispèrent sur la serviette. Je crois que je vous dois des remerciements appropriés, dit-il. Le bar entier s'immobilisa. Même Anthony, au comptoir, jeta un coup d'œil par-dessus son écran. Carla, la femme de ménage du matin, trouva soudain une urgence à essuyer le comptoir juste à côté. Maya ne s'y a pas. On dirait que vous marchez très bien. Je dirais que le taxi a fait son travail. Harvey s'approcha, son ton calme mais ferme. Ce n'est pas le taxi qui m'a sauvé cette nuit-là. Je n'ai rien fait que n'importe qui d'autre n'aurait fait, répondit-elle, bras croisés sur la poitrine. Alors c'est dommage que personne d'autre ne l'ait fait. Son regard balaya la pièce, puis revint vers elle. J'ai enquêté sur vous, mademoiselle Williams. L'estomac de Maya se serra. Je suis sûre que vous l'avez fait. Vous avez abandonné l'université à 19 ans pour prendre soin de votre mère. Vous avez travaillé 3 emplois à la fois, fait tourner cet endroit pendant que le gérant détournait de l'argent en douce, et vous avez payé de votre poche pour les dégâts des clients plus que n'importe quel employé ne devrait. Vous avez même payé mon taxi quand vous pensiez que je ne pouvais pas gérer. Maya plissa les yeux. Vous faites beaucoup de suppositions. Non, dit-il doucement, je constate des faits. Un long silence s'installa entre eux. Puis il sortit un dossier en cuir fin de l'intérieur de son manteau et le posa sur le comptoir. Je possède cette propriété, dit-il, et plusieurs autres. Mais celle-ci, le Velvet Lantern, est sur le point d'être liquidée depuis un moment. Sous-performance, mauvaise gestion, faible rendement. J'étais prêt à tout vendre. Maya déglutit difficilement. Si vous me virez, vous êtes trop bien habillé pour ça. Je ne vous vire pas, dit Harvey. Je vous offre la propriété. La serviette dans sa main se déchira en deux. Quoi? Dit-elle plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Il ne broncha pas. Vous êtes la seule raison pour laquelle cet endroit n'a pas sombré. La seule raison pour laquelle les clients continuent de venir. J'ai regardé les chiffres, les vidéos de surveillance de cette nuit-là. Vous n'aviez pas à faire ce que vous avez fait. Vous auriez pu me laisser sur ce trottoir comme tout le monde. Les gens ne donnent pas des hôtels comme ça, dit Maya, la voix tendue, surtout pas à des serveuses épuisées du Bronx. Les gens ne sauvent pas non plus des milliardaires de la mort par le froid sous la pluie, répondit-il. Elle le fixa, incertaine si elle devait rire ou crier. Alors c'est quoi, une tournée de rédemption d'un homme riche? Son sourire s'effaça. Ce n'est pas une question de culpabilité. C'est une question de reconnaissance. Je n'ai pas besoin de votre reconnaissance, dit-elle. Non, dit-il doucement, mais vous la méritez. Le dossier sur le comptoir resta intact. Elle le regarda comme s'il pouvait mordre. J'ai besoin de temps, dit-elle enfin. Vous l'avez, répondit Harvey, faisant glisser le dossier vers elle. Tout est là-dedans. Transfert légal, effacement des dettes, subvention pour rénovation. Mon avocat vous guidera à travers chaque détail. Et si je dis non? Alors je respecterai cela. Mais j'espère que vous ne le ferez pas. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Il y a quelque chose en vous, Maya. Vous n'attendez pas la permission pour faire ce qui est juste. C'est rare. Et puis il disparut, comme ça. Maya resta immobile, entourée de silence et de regards qui prétendaient ne pas l'observer. Carla marmonna. Tu vas ouvrir ce truc. Maya fixa le dossier. Je ne sais même pas ce qu'il contient. On vient de te donner un miracle, ma fille, dit Carla. Tu devrais vérifier si c'est vrai. Plus tard cette nuit-là, après avoir nettoyé le bar et verrouillé les portes d'entrée, Maya s'assit seule dans le hall vide, le dossier sur ses genoux, non ouvert. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Aucun message, aucun appel manqué. Sa mère dormait déjà à la maison de soins, et le silence faisait résonner les murs plus fort. Elle ouvrit le dossier. À l'intérieur, des documents tamponnés et signés, préapprouvés par des avocats qu'elle n'avait jamais rencontrés. Une ventilation détaillée des dettes de l'hôtel, la plupart effacées par des virements bancaires d'une société écran. Un budget de rénovation proposé. Une subvention de formation. Tout à son nom. Sur la dernière page, une note manuscrite. Vous avez donné de la dignité à un étranger. Que cela vous donne la même chose. H.W. Maya referma le dossier,
posa sa paume dessus et ferma les yeux. C'était insensé, impossible. Mais peut-être, juste peut-être, c'était réel. Et si c'était le cas, sa vie était sur le point de changer pour toujours. Si vous pensez que la bonté de Maya mérite vraiment quelque chose d'aussi beau, donnez-lui un like et indiquez d'où vous regardez cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Qui sait, quelqu'un près de vous regarde peut-être cette histoire aussi. Maya ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée sur son futon, le dossier toujours ouvert à côté d'elle, fixant le plafond de son petit appartement au-dessus de la laverie. L'air sentait légèrement les feuilles d'assouplissant et l'eau de javel. Le bourdonnement des machines en bas était étrangement apaisant, mais ses pensées tournaient comme des pièces dans un sèche-linge. Un hôtel. Son hôtel. Non, ça ne pouvait pas être réel, pas sans contrepartie. Personne ne donnait du pouvoir comme ça sans vouloir quelque chose en retour. Et pourtant, les documents étaient là, épais, secs, indéniablement légaux. Harvey Whitmore n'avait pas seulement fait une promesse, il avait déjà mis les pièces en mouvement. Elle prit son téléphone et appela la maison de soins. La voix de sa mère craqua dans la ligne, douce et rauque. « Maya, bébé, il est 2 heures du matin. »« Je sais, » murmura Maya, « mais et si quelque chose d'énorme venait d'arriver ? Quelque chose d'impossible. » Sa mère rit, un son fragile teinté de fatigue. « Tu as enfin gagné à la loterie. »« Pire, » dit Maya, des larmes dans la gorge. « Je crois qu'on m'a donné un hôtel. » Il y eut une longue pause. Eh bien, bon sang. Le lendemain matin, Maya retourna au Velvet Lantern, non pas en tant que serveuse, mais en tant que potentielle propriétaire. L'air semblait plus lourd, même le vieux lustre au-dessus du hall semblait osciller avec plus de jugement que d'habitude. Anthony haussa un sourcil lorsqu'elle passa derrière le comptoir. « Tu as ouvert le dossier ? » « Ouais. » « Et ?» Il siffla doucement. « Alors, quoi maintenant ?» Maya ne répondit pas. À la place, elle ouvrit la porte du bureau derrière le hall, un endroit qu'elle n'avait aperçu que lorsque Carl, l'ancien gérant, en sortait dans un nuage de fumée de cigares, aboyant à propos de draps ou de livraison d'alcool. La pièce était poussiéreuse, encombrée de vieilles factures, de chaises cassées et d'un calendrier de 2014 encore épinglé au mur. Elle prit une profonde inspiration et entra. Le reste de la journée, Maya disparut dans cette pièce. Elle tria les dossiers, vérifia les listes de fournisseurs, appela les numéros sur les factures. Certains étaient déconnectés, d'autres répondaient avec des voix inconnues et des réponses vagues. Plus d'une fois, elle raccrocha au milieu d'une phrase quand quelque chose ne semblait pas juste. À midi, elle avait confirmé qu'au moins 3 fournisseurs sur les livres n'existaient pas. Elmich Cleaning Company n'avait pas d'identifiant fiscal. Metro Fire System était enregistré à une boîte postale dans le Delaware. Une facture montrait des milliers dépensés pour des mises à jour de diagnostic VAC qui n'avaient jamais eu lieu. Ce n'était pas juste du désordre, c'était intentionnel, peut-être criminel. À 15 heures, elle appela le numéro indiqué pour le représentant légal de Harvey, Brenda Witt. Une voix calme et précise répondit. Brenda Witt à l'appareil. Ici Maya Williams. On m'a dit que vous gérez le transfert pour le Velvet Lantern. Oui, mademoiselle Williams, tout est en ordre. Nous attendons votre signature pour finaliser le changement de propriété. Avez-vous des questions ? Ouais, dit Maya. Pourquoi quelqu'un me donnerait une entreprise noyée dans des dépenses fictives et des fournisseurs fantômes ? Il y eut une brève pause. Monsieur Whitmore croit aux secondes chances. Il croit aussi en votre capacité à réparer ce que d'autres ont cassé. La voix de Maya s'abaissa. Je ne suis pas là pour nettoyer les dégâts faits par des hommes riches qui regardaient ailleurs. Alors ne le faites pas, répondit Brenda calmement. Faites-en le vôtre. Brûlez ce que vous devez, reconstruisez. Cette nuit-là, Maya resta tard. Elle tira les stores cassés du bureau, se versa une tasse de café du comptoir et étala chaque facture sur le sol. Vers minuit, Carla apparut à la porte, tenant un contenant Tupperware. « Je me doutais que tu serais encore là, » dit-elle. « J'ai fait des patates douces. Tu en veux ?» Maya leva les yeux, épuisée mais reconnaissante. « S'il te plaît. » Elles mangèrent par terre, entourées de paperasse et de poussière. « Tu vas vraiment le faire ?» demanda Carla entre 2 bouchées. « Je ne sais pas encore,
admit Maya. Une partie de moi pense que je suis folle. L'autre partie. Elle soupira. Je pense que j'ai déjà commencé. T'as toujours été la seule ici avec un peu de bon sens, dit Carla. Maya sourit faiblement. Karl n'aimait pas entendre ça. Carla leva les yeux au ciel. Karl n'aimait pas qu'on remette en question son budget cigare ou ses écarts de caisse. Si tu prends la tête de cet endroit, Maya, les bonnes personnes te soutiendront. Maya regarda autour du bureau, cette pièce négligée qui avait autrefois été le cœur de l'hôtel. Maintenant, elle vibrait d'une énergie différente, la possibilité. Le lendemain matin, elle revint avec des vêtements frais, un carnet et une liste. Elle commença par rencontrer chaque membre du personnel individuellement. Elle posait des questions, écoutait. Certains, comme Carla et Anthony, étaient enthousiastes. D'autres, comme Miguel à l'entretien, ricanèrent à l'idée que la serveuse joue les patrons. Mais Maya ne broncha pas. Le vendredi, elle afficha un avis sur le tableau d'affichage. À compter d'aujourd'hui, le Velvet Lantern est sous nouvelle propriété. Nous reconstruisons de l'intérieur. Si vous êtes partant, je vous vois lundi à 9 heures. Sinon, je vous souhaite le meilleur. Maya Williams. Elle ne dormit pas beaucoup ce week-end. Le lundi matin, elle se tenait au comptoir, une cafetière fraîche à côté, un porte-bloc à la main, le cœur battant comme un tambour de guerre. À 8h57, Carla entra, portant ses baskets usées habituelles et un nouveau rouge à lèvres. À 9h, Anthony arriva avec 3 feuilles de calcul imprimées. À 9h05, Génie de l'entretien ménager entra discrètement, tête baissée, mais hochant la tête une fois. À 9h30, 12 employés étaient revenus. Maya se tenait devant eux, respirant à peine, et dit « Je ne suis pas une PDG, je ne fais pas de miracle. Mais je suis là, et si nous construisons cet endroit correctement, aucun de nous n'aura plus à rentrer chez lui honteux. » Il y eut un silence, puis Carla tapa une fois dans ses mains. Anthony suivit, puis la pièce se remplit d'applaudissements. Pas bruyant, pas ostentatoire, mais solide, réel. Maya expira pour la première fois en jours. La reconstruction avait commencé. La première semaine de Maya en tant que propriétaire du Velvet Lantern fut comme essayer de réparer un toit qui fuit pendant un ouragan. Chaque fois qu'elle colmatait un trou, 3 autres apparaissaient. La chaudière tomba en panne le mercredi, la compagnie de livraison manqua l'expédition du vendredi, et le client de la chambre 206 prétendit qu'un fantôme lui avait volé ses boucles d'oreilles. Bien que Maya soupçonnât un plafond qui fuyait et une latte de plancher branlante. Pourtant, quelque chose avait changé. Le personnel commençait à arriver tôt. Génie, qui autrefois quittait son poste 15 minutes avant la fin, restait maintenant après les heures pour réorganiser les placards de fourniture. Même Miguel répara la conduite d'eau chaude sans qu'on ait à lui demander 2 fois. Il y avait du mouvement, un pouls, un battement de cœur. Mais sous les petites victoires, quelque chose de plus sombre couvait. Le jeudi matin, Maya examinait les contrats des fournisseurs dans le bureau arrière quand elle remarqua un nom étrange répété sur plusieurs factures. Brierstone Holdings. Cette entreprise facturait pour tout, du contrôle des nuisibles à l'entretien des ascenseurs. Mais Maya n'avait jamais rencontré de représentant de leur part, et les montants, toujours juste sous $5 000, étaient curieusement constants, comme si quelqu'un restait délibérément sous un seuil d'alerte. Elle s'adossa à la chaise de bureau grinçante et fixa la facture. L'adresse de la société était indiquée comme une suite à Midtown Manhattan. Elle prit son téléphone et composa le numéro. La ligne sonna 2 fois avant qu'une voix robotique ne réponde. Ce numéro a été déconnecté. Sa mâchoire se serra. Elle essaya un autre nom, Nash Financial Group, listé pour une mise à niveau du système de sécurité 6 mois plus tôt. Même résultat, pas de connexion. Son pouls s'accéléra. Carla, appela-t-elle dans le couloir. T'as 1 seconde. Carla passa la tête, bras croisés, essuyant de la farine de son tablier. Si tu me demandes encore de réparer la machine à glace, c'est non. J'ai failli m'électrocuter la dernière fois. Maya rit, puis redevint sérieuse. Tu te souviens de fournisseurs nommés Brierstone Holdings ou Nash Financial? Les sourcils de Carla se froncèrent. Brierstone, ouais. Carl en parlait quand les comptes ne collaient pas. Il disait qu'il gérait des trucs. Jamais vu une seule personne de chez eux. Tu creuses dans de vieux fantômes?
Peut-être, murmura Maya, ou quelque chose de pire. Cette nuit-là, longtemps après que le dernier client soit allé se coucher, Maya s'assit seule dans le bureau, chaque dossier, chaque facture, chaque reçu étalé comme une scène de crime en papier. Elle utilisa des post-it jaunes pour marquer les schémas, noms de sociétés répétitifs, montants suspects, registres de livraison étranges. 3 noms revenaient sans cesse, Brierstone Holdings, Nash Financial et Eastgate Logistique. Tous facturaient des milliers pour des services qu'elle ne pouvait pas vérifier. Et tous étaient liés à l'ancienne gestion, Karl, et ceux qui avaient mis en place les comptes des fournisseurs. Vers minuit, sa tête lui faisait mal, mais le tableau devenait plus clair. Ce n'était pas juste une mauvaise comptabilité. Quelqu'un détournait de l'argent du Velvet Lantern depuis des années, discrètement, stratégiquement. Elle ouvrit l'ancien placard verrouillé à l'arrière de la pièce, celui pour lequel elle avait trouvé une clé rouillée la semaine précédente, coincée dans les coussins du canapé du salon. À l'intérieur, des boîtes de registres, pas numériques, mais manuscrits. Elle en sortit un, l'épousseta et ouvrit une page marquée Mars, détournement de services de blanchisserie. Il listait des transactions qui n'apparaissaient dans aucun fichier électronique, des centaines, parfois des milliers, envoyés à des noms absents de toute liste de fournisseurs. Des contrats fictifs, des factures miroirs. La respiration de Maya s'arrêta. Ce n'était pas de la négligence. C'était du blanchiment d'argent. Elle s'adossa, serrant les bords du registre, ses doigts tremblants. Son téléphone vibra. Un texto d'Anthony. Et, FYI, un gars en costume est passé demander des infos sur la nouvelle propriétaire. A dit qu'il était un vieil ami de Karl. N'a pas laissé de carte, juste une vibe bizarre. Maya ne répondit pas. Elle ferma le registre, le glissa dans son sac et verrouilla le reste dans le placard. Le lendemain matin, elle appela Brenda Witt, la représentante légale de Harvey. Mademoiselle Witt, commença Maya, la voix stable mais basse, avez-vous ou Monsieur Whitmore déjà examiné les activités financières de Karl avant le transfert? Il y eut une pause à l'autre bout. Il a été conseillé de partir propre. Monsieur Whitmore ne voulait pas hériter de bagages. Eh bien, dit Maya, il m'a peut-être donné plus qu'un hôtel. Je pense que quelqu'un blanchissait de l'argent à travers cet endroit, et il pourrait encore essayer. Je vais en informer Monsieur Whitmore, répondit Brenda. Mais soyez prudente, Maya. Les gens qui montent ce genre de combine n'aiment pas qu'on allume la lumière. Maya raccrocha et resta un long moment dans le bureau, yeux fermés, mains à plat contre le classeur. Ce n'était plus seulement son combat. Elle avait hérité d'un champ de bataille. En fin d'après-midi, elle réunit le personnel dans le hall pour une réunion imprévue. Le lustre vacillait au-dessus d'eux, mais personne ne plaisanta à ce sujet cette fois. Je dois vous dire quelque chose, commença-t-elle. Je pense que le Velvet Lantern a été utilisé pour autre chose que l'hospitalité par le passé. Certains des fournisseurs qu'on a payés, eh bien, ils n'existent pas. Et l'argent est allé quelque part. Un silence s'installa. Le visage de Carla se crispa. Jenny détourna le regard. « Tu penses que Karl était impliqué ?» demanda Anthony. « Je ne sais pas encore, » dit Maya, « mais je sais que si on continue sans nettoyer ça, on construit sur du poison. » Carla parla en premier. « Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Maya regarda autour du cercle. Ce n'étaient pas des experts en entreprise ou des enquêteurs formés. C'étaient des cuisiniers, des réceptionnistes, des nettoyeurs. Mais ils étaient à elle. J'ai besoin d'yeux, d'oreilles, d'histoire. Tout ce que Karl a dit de bizarre, ce qui venait après les heures, les livraisons louches. Notez tout, dites-le-moi. On recolle les morceaux ensemble. Carla hocha la tête. Ça marche. Jenny leva la main. Il y avait un gars, il y a quelques mois. Il s'appelait Monsieur V. Très classe, conduisait une BMW noire. Venait tard le soir pour rencontrer Karl. Disait qu'il parlait d'expansion. Je ne lui faisais pas confiance. La colonne vertébrale de Maya se raidit. Monsieur V. Elle l'ajouta à sa liste croissante d'ombres. Cette nuit-là, elle resta encore. Le bureau faiblement éclairé, son ordinateur portable ouvert, elle tapa chaque nom, chaque adresse, recoupant les boîtes postales, les sites web abandonnés, les numéros déconnectés. Et dans un commentaire enfoui dans un article de lanceur d'alerte, elle le vit,
Brierstone est une façade. Cherchez qui est derrière. Le gars avec les initiales VK. Le cœur de Maya battit fort. Elle copia le fil et l'ajouta à un dossier sur son bureau, simplement nommé preuve. Elle ne savait pas jusqu'où ça allait, pas encore. Mais elle avait trouvé la pourriture, et maintenant, elle allait la couper. 2 nuits plus tard, Maya se tenait derrière le comptoir de la réception, faisant semblant de trier des cartes de réservation, les yeux fixés sur les portes vitrées de l'entrée. Le hall était calme, sauf pour le bourdonnement de la vieille machine distributrice et le craquement occasionnel du 2e étage. Carla était déjà rentrée, Jenny faisait un dernier tour du couloir du 3e étage, et Anthony était dans le bureau arrière, vérifiant les chiffres du jour. Mais Maya attendait. À 21h42, les portes s'ouvrirent. Il entra comme s'il possédait l'endroit. Grand, impeccablement habillé, trop lisse pour être local. Son costume était gris anthracite, parfaitement repassé, et son parfum la frappa 2 secondes avant sa voix. « Bonsoir », dit-il avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Maya sortit de derrière le comptoir. « Nous sommes complets ce soir. » Il rit. « Dommage. Je ne suis pas là pour une chambre. Je voulais juste voir de quoi tout ce buzz parlait. » Elle ne dit rien. Il s'approcha, jetant un coup d'œil autour. « Vous avez bien nettoyé. J'aime les changements d'éclairage. Plus doux, moins interrogateur. »« Est-ce que je vous connais ?» demanda Maya. Il posa une main sur le comptoir, laissant le silence s'étirer. « Appelez-moi Vincent. » Sa gorge se serra. Le nom du fil de lanceur d'alerte. VK. Il sortit une carte de visite noire et élégante de son manteau, sans numéro de téléphone, juste son nom et un V en relief doré. Maya ne la toucha pas. Vincent sourit plus largement. « Vous avez été occupé. Poser des questions, appeler des fournisseurs qui étaient très heureux de rester invisibles, fouiller dans des dossiers que la plupart brûleraient. »« J'essaie juste de gérer un hôtel, » dit-elle. « Non, » répondit-il, les yeux légèrement plissés. « Vous essayez de jouer les détectives dans une histoire que vous ne comprenez pas. » Maya ne broncha pas. « Vous avez raison. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un comme vous se donnerait la peine de venir ici, sauf si vous aviez quelque chose à cacher. » Sa mâchoire tressaillit, juste une seconde. Fille intelligente. Mais intelligente ne veut pas toujours dire en sécurité. L'air changea. Vincent se redressa. « Éloignez-vous, Maya. Profitez de l'hôtel, repeignez les murs, servez votre gobelet aux pêches. Mais arrêtez de courir après les ombres. Vous n'êtes pas faite pour ce qui se trouve derrière. » La voix de Maya était basse. « Vous ne me faites pas peur. Vous devriez. » Puis, comme ça, il tourna les talons et sortit. Pas de menace, pas de violence, juste une menace calme enveloppée dans un costume de créateur. Maya resta figée jusqu'à ce que le son de la cloche de la porte s'estompe dans la rue. Elle se tourna et marcha directement dans le bureau. Anthony leva les yeux, surpris. « Tout va bien. »« Non, » dit-elle. « Appelle Carla. Dis-lui de changer toutes les serrures dès demain matin. Entrée, arrière, stockage, tout. Et je veux que la surveillance soit opérationnelle avant le week-end. » C'était le gars. Elle hocha la tête. Vincent Kane. Il était là. Les yeux d'Anthony s'écarquillèrent. Qu'est-ce qu'il voulait? Me faire peur. Plus tard cette nuit-là, Maya s'assit à sa table de cuisine, le registre ouvert, son ordinateur portable à côté. Elle parcourut les dépôts publics d'entreprise, comparant les adresses, associant les noms d'LLC, traçant les chevauchements des membres du conseil. C'était un travail épuisant, mais à 2 heures du matin, un schéma émergea. Vincent Kane était lié à au moins 3 sociétés écrans qui avaient facturé le Velvet Lantern via une entreprise appelée Westridge Strategy. Il avait des participations dans des portefeuilles d'hôtellerie tout le long de la côte est. Cet homme blanchissait des millions à travers des propriétés de petites villes qui à peine rentables sur le papier. Et maintenant, Maya avait interrompu son flux. Elle copia chaque fichier, chaque lien, chaque document sur une clé USB sécurisée, puis la glissa dans une enveloppe sur laquelle elle écrivit un seul mot, assurance. Elle la cacha sous une latte de plancher sous son lit. Le lendemain, la riposte commença. À 8 heures, le congélateur tomba à nouveau en panne.
Jenny l'ouvrit pour trouver tout à l'intérieur gâté et dégoulinant. À 9h30, l'inspecteur des incendies se présenta sans prévenir, citant 3 violations, dont une pour un extincteur non conforme qui avait passé l'inspection 3 semaines plus tôt. À 11h15, un camion de livraison recula trop fort dans le quai de chargement, fissurant le béton et brisant 2 poubelles. Le chauffeur prétendit que les freins avaient glissé. À 14h, les mains de Maya tremblaient alors qu'elle remplissait des formulaires d'assurance. Carla s'assit en face d'elle dans le hall, bras croisés. Ce n'est pas aléatoire. Maya ne leva pas les yeux. Je sais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tient bon. Cette nuit-là, elle réunit le personnel et leur dit tout, pas les détails, juste assez. L'homme qui est passé, dit-elle, il n'est pas là pour négocier. Il est là pour intimider. Et quand les intimidateurs sentent qu'on leur résiste, ils frappent plus fort. On pourrait perdre l'endroit, murmura Miguel. On pourrait, admit Maya. Mais si on reste silencieux, on perdra plus que ça. Anthony demanda, qu'est-ce que tu vas faire? Maya le regarda, la voix ferme. Dire la vérité. Ce week-end-là, elle appela la seule personne à qui elle n'avait pas encore parlé, Harvey Whitmore. Quand il répondit, sa voix était fatiguée mais familière. Maya, vous m'avez donné cet hôtel, dit-elle. Saviez-vous ce qu'il y avait derrière? Silence. Je m'en doutais, dit-il enfin. Mais je me suis dit que ce n'était plus mon problème. Ça l'est maintenant. Je n'avais pas l'intention de vous entraîner là-dedans. Mais j'y suis, répondit Maya. Et j'ai besoin de savoir, allez-vous m'aider ou partir encore? Harvey soupira lentement. Dites-moi ce que vous avez trouvé. Maya le fit. Chaque fil, chaque fichier, chaque visite. Quand elle eut fini, il n'y avait plus de silence entre eux, seulement de la détermination. Je vais appeler quelqu'un en qui j'ai confiance, dit Harvey. Quelqu'un qui ne doit rien à Vincent. Maya ferma les yeux. Bien. Parce que je n'ai pas l'intention de reculer. Dehors, le vent se leva dans les rues du South Bronx, les détritus dansant sur les trottoirs. À l'intérieur de l'auberge, Maya ouvrit les portes d'entrée et se tint sur le seuil, regardant les nuages s'amonceler. La tempête arrivait, mais cette fois, elle ne l'affrontait pas seule. 3 jours plus tard, Maya était assise en face d'une femme en trench-coat bleu marine, une plaque de presse accrochée au col, dans un coin discret d'un dîner à New Haven, assez loin du Velvet Lantern pour éviter les regards curieux, mais assez proche pour que Maya puisse rentrer à pied si quelque chose tournait mal. La femme remuait son thé méthodiquement. J'ai lu vos emails, écoutez votre message vocal 3 fois. Ce que vous avez, ce n'est pas rien. Je sais, dit Maya, stable. C'est pourquoi je ne voulais pas l'envoyer via une ligne de dénonciation. J'avais besoin de quelqu'un avec du mordant. La femme hocha légèrement la tête. Sarah Monroe, journaliste d'investigation, Bronx Gazette. 4 enquêtes, 3 procès, 2 conseillers municipaux destitués. Je ne me fais pas peur facilement. Je compte là-dessus, répondit Maya, faisant glisser la clé USB sur la table. Sarah ne la toucha pas tout de suite. Vous comprenez que si je publie ça, ça n'impactera pas seulement Vincent Kane. S'il y a de vrais liens avec du blanchiment, des connexions offshore, ça pourrait faire tomber des entreprises, des banques, peut-être même des gens avec qui vous travaillez. La mâchoire de Maya se serra. S'ils sont coupables, qu'ils tombent. Sarah l'étudia un instant, puis prit la clé USB. Très bien, mademoiselle Williams. Attachez votre ceinture. De retour au Velvet Lantern, l'air avait changé. Les sabotages avaient cessé, plus d'inspections surprises, plus d'équipements cassés, mais le calme était pire, comme l'instant avant qu'une vague ne frappe la côte. Chaque ombre faisait sursauter Maya, chaque coup inattendu faisait grimper son pouls. Anthony avait pris l'habitude de rester tard, juste au cas où. Carla gardait une batte derrière la porte de la buanderie. Jenny insistait pour accompagner Maya à sa voiture après chaque quart, même si elle vivait à 4 pâtés de maison. Et à travers tout cela, Maya travaillait. Elle réorganisa les fichiers du bureau en dossiers numériques, installa des caméras de sécurité de vraies, pas les fausses en plastique de Karl, et retira chaque information de fournisseurs obsolètes pour reconstruire une chaîne d'approvisionnement propre de zéro. Elle rebaptisa même le bureau du gérant centre d'opération, pas juste pour se sentir importante,
mais parce que c'était maintenant le cœur battant de la résistance. Chaque soir, elle jetait un coup d'œil à son téléphone, attendant une mise à jour de Sarah. Puis un soir, le message arriva, ça arrive. Dimanche matin, première page. Maya ne respira pas pendant 10 secondes entières. L'article tomba comme une bombe. Titre: un hôtel local au centre d'un stratagème de blanchiment de plusieurs millions de dollars. Réseau de fraude lié à un investisseur de haut profil dans l'hôtellerie. Sarah n'avait pas retenu ses coups. Elle nommait des noms, reliait les points, publiait des scans de factures, des graphiques de transferts offshore, et même un extrait d'un des vieux registres manuscrits de Karl qui pointait directement vers une entité contrôlée par Vincent. L'article explosa en ligne. À midi, le téléphone de Maya sonnait sans arrêt, station de nouvelles, blogueurs, animateurs radio, anciens clients demandant si elle avait toujours le coblé aux pêches au menu. Puis vinrent les flics. 2 voitures banalisées se garèrent juste après midi. Maya se tenait au comptoir de la réception alors que 2 détectives entraient, l'un montrant un badge. Nous aimerions parler à mademoiselle Maya Williams. C'est moi, dit-elle, la voix calme. Ils l'emmenèrent dans le bureau arrière. Ils étaient polis, professionnels, mais directs. Qu'est-ce qui vous a fait commencer à examiner les fournisseurs? Demanda l'un d'eux. Parce que rien n'avait de sens, répondit-elle, et parce que trop de gens pensaient que je ne poserais pas de questions. Ils demandèrent ses clés USB. Elle leur donna des duplicata. Ils demandèrent des informations sur les menaces. Elle leur donna la carte de Vincent. Quand ils partirent, la moitié du personnel s'était rassemblé dans le hall, observant à travers les fenêtres. Maya sortit et leur fit face. « Je ne suis pas en difficulté, » dit-elle, haussant la voix juste assez. Mais les gens qui utilisaient cet hôtel pour des crimes, eux, le sont. Le groupe expira presque à l'unisson. Cette nuit-là, Maya s'assit dans le même box au dîner avec Sarah Monroe, sirotant un café décaféiné pendant que son corps vibrait d'adrénaline épuisée. « Tu t'es débrouillée comme une pro, » dit Sarah. « Pas mal pour une gérante d'hôtel. »« Techniquement, j'étais serveuse il y a 1 mois, » répondit Maya. Sarah sourit. « Plus maintenant. Je voulais juste un endroit sûr pour travailler, un endroit où ma mère pourrait être fière de venir. Je n'ai pas signé pour faire exploser un réseau de fraude inter-État. » Sarah s'adossa. « Personne ne signe pour ça. Mais quand le moment te trouve, soit tu te lèves, soit tu le laisses passer. » Maya y réfléchit sur le chemin du retour. Le ciel était clair, pas de sirène, pas d'ombre, juste le bourdonnement tranquille de la ville qui reprenait son souffle. Elle s'arrêta devant le Velvet Lanterne et leva les yeux vers l'enseigne. La lumière au-dessus vacilla une fois, puis se stabilisa. Elle déverrouilla la porte et entra. Anthony leva les yeux du comptoir. « Ils viennent de le diffuser sur Channel 7, dit-il. Ton nom, ton visage, tout. » Jenny passa la tête depuis l'escalier. « T'avais l'air bien à la télé. Puissante. » Maya secoua la tête. « J'avais l'air terrifiée. » « Pareil, » rigola Anthony. Plus tard, après que tout le monde fut parti, Maya erra dans la salle à manger et s'assit près de la fenêtre, observant les lampadaires clignoter au rythme de ses pensées. Elle sortit son téléphone et ouvrit une nouvelle note. Liste de tâches pour demain. 1. Lancer le processus légal pour rebrander l'hôtel. 2. Créer une annonce d'embauche pour un agent de sécurité. 3. Commander une nouvelle enseigne extérieure. 4. Appeler maman. Elle ajouta une dernière ligne, s'arrêta, puis tapa. 5. Respirer. Elle posa son téléphone, s'adossa dans la chaise, et enfin, s'autorisa à expirer. Elle n'était pas au bout, mais elle avait tourné un coin. Et la route devant, incertaine, désordonnée, non pavée, était enfin la sienne. Une semaine après la publication de l'article, Maya se tenait au bord du parking du Velvet Lanterne, regardant 2 entrepreneurs descendre l'ancienne enseigne de l'hôtel de ses crochets métalliques rouillés. Les lettres dorées fanées, autrefois fières, grinçaient en étant retirées. Quelques passants curieux s'arrêtèrent sur le trottoir, observant de loin. Ce n'était pas juste une enseigne qu'on remplaçait, c'était la fin d'une ère. La nouvelle enseigne reposait à côté, enveloppée dans une bâche blanche. Maya n'avait révélé le nouveau nom à personne, pas même à Carla ou Anthony. Elle voulait que le dévoilement signifie quelque chose. À l'intérieur,
L'hôtel bourdonnait d'énergie. Le trafic piétonnier avait doublé depuis l'article. Des entreprises locales déposaient des prospectus pour proposer des partenariats. Des inconnus de l'autre côté du quartier réservaient des chambres, curieux de voir l'hôtel qui avait tenu tête. Les équipes de nouvelles appelaient encore tous les jours, mais Maya avait cessé de répondre à la plupart. Elle ne courait pas après les gros titres, elle courait après la restauration. L'intérieur avait changé aussi. Le comptoir de la réception avait une peinture fraîche. Les murs étaient ornés de photos encadrées de monuments du South Bronx, et le hall poussiéreux sentait maintenant le vernis frais et la cannelle des poppies fait maison de Carla. Mais Maya savait que rien de tout cela n'effaçait ce qu'avait été l'hôtel. Il ne suffisait pas de rebrander l'extérieur si l'intérieur n'avait pas vraiment guéri. C'est pourquoi elle avait accepté de rencontrer Harvey. Elle ne lui avait pas parlé depuis leur dernier appel. Il avait proposé d'envoyer des fonds discrètement pour continuer à réparer les torts, comme il disait, mais Maya avait insisté. S'il devait se montrer à nouveau, il devait le faire en personne. Il arriva discrètement, descendant d'une voiture de ville garée à l'extrémité du parking. Pas d'entourage, pas de fanfare. Maya le rencontra à mi-chemin. Harvey semblait plus mince, plus vieux qu'elle ne s'en souvenait. Ses cheveux autrefois lissés avaient maintenant des mèches grises aux tempes, et l'éclat habituel de créateur avait été remplacé par un pull bleu marine et un pantalon sombre. « Maya, dit-il, la voix douce. Elle hocha la tête. « Monsieur Whitmore. » Ils restèrent silencieux un instant, le vent jouant avec le coin de la bâche derrière eux. « Vous avez fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, dit-il enfin. « Non, répondit-elle, bras croisés. J'ai fait ce que vous aviez trop peur de terminer. » Il tressaillit mais n'argumenta pas. Maya se tourna, désignant le bâtiment. « J'ai nettoyé. Les registres, le personnel, les fantômes. Mais je ne l'ai pas fait seul. J'ai lu l'article de suivi, dit Harvey. Le deuxième article de Sarah. Vous avez rendu l'hôtel au quartier. Non, dit Maya, la voix plus ferme. Je l'ai rendu à moi-même. Il jeta un coup d'œil aux ouvriers près de l'enseigne. Quel est le nouveau nom? Maya s'approcha, soulevant un coin de la bâche juste assez pour qu'il voie. Il cligna des yeux, puis sourit. Approprié, murmura-t-il. Vous pouvez rester pour le dévoilement, offrit-elle, mais pas de discours. Pas de discours, acquiesça-t-il. Ils marchèrent ensemble vers le hall. Carla les aperçut à travers la vitre et faillit lâcher son porte-bloc. Jenny donna un coup de coude à Anthony et murmura quelque chose qui le fit s'étouffer avec son café. Maya sourit. Toujours le sujet de conversation du hall, on dirait. Certaines choses ne changent pas, répondit Harvey. À l'intérieur, ils organisèrent une petite réunion, juste le personnel, les habitués et quelques voisins. Maya monta sur un petit tabouret près de la porte d'entrée, les mains serrant le bord de la bâche. Sa voix n'avait pas besoin de micro. « Je veux remercier chacun d'entre vous d'avoir tenu la ligne avec moi, » dit-elle. « Ce bâtiment a vu des tempêtes, mais vous avez tous été les ancres. Ce changement de nom n'est pas juste esthétique. C'est une déclaration. » Elle descendit et fit un signe à Carla. Ensemble, elles tirèrent la bâche. La nouvelle enseigne brillait en lettres de bronze brossées, The Lantern House. En dessous, en plus petit, un lieu où appartenir. Les applaudissements éclatèrent, doux au début, puis forts, sincères. Certains invités acclamèrent, Carla essuya ses yeux en marmonnant quelque chose à propos d'allergie. Harvey applaudit aussi, mais resta à l'arrière. Après que la foule se fut dispersée, il s'approcha de Maya au comptoir. « J'ai apporté quelque chose, » dit-il, lui tendant une enveloppe manille. « Qu'est-ce que c'est ?»« Les documents de transfert final, » dit-il. « Cette fois, vous possédez aussi le terrain. Pas de beau, pas de faille. » Maya ouvrit l'enveloppe et parcourut les documents. Tout y était, titre, acte, libération complète, propre et sans condition. « Je ne veux plus rien qui plane au-dessus de votre tête, » dit-il. « Ni de moi, ni du passé. » Elle le regarda, et pour la première fois, vit non pas l'homme qui lui avait donné un gâchis, mais celui qui essayait, maladroitement, de réparer ce qu'il avait cassé. « Merci, » dit-elle doucement. Il hocha la tête une fois. « Au revoir, Maya. » Il partit sans un mot de plus. Cette nuit-là,
Maya marcha seule à travers la lanterne à os. Chaque étage avait une odeur différente, herbe au deuxième, vernis citron au troisième. Les sons étaient familiers maintenant. Le craquement dans le couloir près de la 307, le cliquetis de la vieille bobine de la machine distributrice. Elle s'arrêta devant la chambre 206, la chambre de la « dame fantôme », et sourit. Plus de fantômes ici. De retour dans le bureau, elle sortit un nouveau carnet intitulé Phase 2. À l'intérieur, des plans, un jardin sur le toit, une salle de lecture après l'école, une bibliothèque communautaire de près. Mais sur la première page, en grandes lettres, elle avait écrit « Nous ne gérons pas seulement un hôtel, nous ouvrons la porte à tous ». Elle ferma le carnet et le posa sur le bureau. Dehors, la nouvelle enseigne brillait dans la nuit, sans scintillement, sans ombre, juste une lanterne brûlant tranquillement pour le foyer, l'espoir, le bien. Un mois passa, et la lanterne à os ne survivait pas seulement, elle rayonnait. Les locaux l'appelaient le cœur du quartier. Le porche d'entrée était rarement vide, un vieil homme sirotant un café avec son mot croisé, des écoliers finissant leurs devoirs, parfois même Mademoiselle Rose de la boutique de fleurs d'axe en grave côté jouant au domino avec Carla pendant la pause déjeuner. Ce n'était plus seulement un hôtel, c'était une seconde maison pour ceux qui ne savaient pas qu'ils en avaient besoin. À l'intérieur, le hall sentait le pain frais et le vernis citron. Les chaises en velours avaient été retapissées en vert forêt profond, et du jazz doux jouait sur les nouveaux haut-parleurs installés par Jenny avec son frère, tout juste rentré de l'université. Une planche communautaire près de l'ascenseur annonçait des événements hebdomadaires. Soirée poésie le dimanche, club de lecture le mercredi, micro ouvert le vendredi. Maya se tenait au milieu un samedi matin, café à la main, regardant un petit garçon mettre 2 pièces dans la machine à snack avec un sourire qui lui serra la poitrine. Elle se souvenait de son âge, s'accrochant à la main de sa mère dans les gares routières, espérant que quelqu'un leur parlerait, pas autour d'eux. Maintenant, elle était celle qui créait l'espace où les gens se sentaient vus. Carla passa, portant un plateau de biscuits. T'as l'air de quelqu'un qui va soit pleurer, soit acheter un chiot. Maya sourit. Ça dépend si ces biscuits sentent bon. Pêche et cannelle, dit Carla. Comme ceux que faisait ta mère. Maya cligna des yeux. Comment tu le sais? Parce que tu parles d'elle chaque fois que t'es fatiguée, dépassée ou têtue, ce qui, si je puis me permettre, arrive souvent. Elles rirent toutes les deux. Mais ce soir-là, alors que le soleil descendait et que les lumières du hall s'allumaient, quelque chose d'inattendu revint. Une lettre, livrée à la main. Anthony la porta à Maya après le dîner, l'air pâle. Un gars a déposé ça. N'a rien dit, juste hoché la tête et est parti. Maya prit l'enveloppe prudemment. Elle était noire, épaisse, sans adresse de retour. Son nom, écrit en encre argentée parfaite, Maya Williams. Elle l'ouvrit avec des doigts prudents. À l'intérieur, une seule feuille tapée à la machine. Vous pensez peut-être avoir gagné. Vous avez embarrassé des gens puissants. Mais ne confondez pas l'attention avec la protection. Certaines dettes ne disparaissent pas. Elles attendent. Pas de signature. Maya s'assit lentement, les mots bourdonnant comme de l'électricité statique dans ses oreilles. Ça avait été trop calme. Et maintenant, ça. Elle ne paniqua pas, ne pleura pas. Elle se leva, marcha jusqu'au bureau et ouvrit le compartiment caché sous le tiroir du bas, où elle avait rangé une copie de chaque facture, registre, scan et rapport de contact. Elle ajouta la note à un nouveau dossier simplement intitulé Menace. Puis elle prit son téléphone. Sarah, dit-elle quand la journaliste répondit. Je pense que quelqu'un m'observe encore. Le lendemain matin, Sarah arriva à la lanterne à os avec son appareil photo et son carnet. Elle lut la lettre 2 fois avant de la plier dans son sac. Langage d'intimidation standard, dit-elle, mais c'est réel. Il sonde, voir si tu vas flancher. Je ne flancherai pas, dit Maya, les yeux stables. Sarah inclina la tête. Tu sais que tu n'es pas obligée de continuer à pousser, non? Tu les as exposés, la police a fait des arrestations. Tu as fait plus que la plupart. La voix de Maya était calme mais ferme. Et pourtant, quelqu'un pense encore pouvoir me faire taire. Sarah hocha la tête, les yeux s'aiguisant. Alors, on va plus fort. Cette semaine-là, Sarah publia un 3e article, pas sur le crime, mais sur Maya. Un dossier complet,
la femme qui a transformé un hôtel en refuge. Il racontait l'histoire non pas de la corruption, mais de la guérison, de la renaissance d'un lieu oublié, des gens qui revenaient, des enfants qui dansaient dans le hall le week-end, des aînés qui jouaient au bingo dans l'ancienne salle de bal. L'article devint viral, mais plus important encore, il devint local. Des dons arrivèrent d'anciens résidents du South Bronx vivant maintenant à travers le pays. Des anciens élèves du lycée d'en face proposèrent de peindre des fresques. Un juge à la retraite, qui avait grandi à 5 pâtés de maison, envoya un chèque avec une note, pour la femme qui a rappelé à ce quartier sa valeur. Et au centre de tout cela, Maya tenait bon. Les menaces s'arrêtèrent, ou peut-être devinrent-elles juste moins visibles. Mais Maya ne baissa pas la garde. Elle installa des lumières de sécurité autour du périmètre, s'associa à une patrouille de sécurité communautaire locale pour surveiller la nuit, et sur la suggestion d'Anthony, commença à s'entraîner à l'autodéfense de base le week-end, pas par peur, mais pour se sentir ancrée. Un soir, après que tout le monde fut rentré, Maya sortit avec une tasse de thé à la camomille et s'assit sur les marches de l'entrée. L'air était frais, bourdonnant de grillons de fin d'été. De l'autre côté de la rue, la bodega éteignit son enseigne lumineuse, et une mère poussa une poussette en hochant poliment la tête. Puis une voiture s'arrêta, vitres teintées noires. La colonne vertébrale de Maya se raidit, mais la porte s'ouvrit, et une vieille femme aux cheveux argentés en sortit, élégante mais chaleureuse. Elle se déplaçait lentement, délibérément, avec une canne qui tapait doucement contre le trottoir. Maya Rose. Vous devez être Maya, dit la femme. Je suis Viola Kane. Maya se figea. Kane. Oui, dit la femme. La mère de Vincent. Silence. Je ne suis pas là pour le défendre, dit-elle. Il a fait des choix. Mais j'ai lu ce que vous avez fait, ce que vous avez découvert, et ce que vous avez construit. Maya ne parla pas. Viola continua. Vincent n'est pas né cruel, mais il a appris le pouvoir trop tôt et sans limite. Je n'ai pas pu l'arrêter, mais peut-être que quelqu'un comme vous peut arrêter d'autres comme lui. Elle sortit un petit sachet de velours de la poche de son manteau. Cela appartenait à mon défunt mari, dit-elle. Il était architecte, a aidé à construire des logements dans ce quartier quand personne d'autre ne voulait s'y risquer. Je crois qu'il aurait voulu que cela soutienne ce que vous faites. Elle tendit le sachet à Maya et se tourna pour partir. À l'intérieur, un chèque de $10 000. Maya ne pleura pas. Elle resta là longtemps, regardant la rue silencieuse, la tasse dans sa main encore chaude, et la note que Viola avait laissée dans le sachet. Reconstruire est plus difficile que détruire, mais entre vos mains, je crois que ça durera. Et pour la première fois en semaine, Maya ne se sentit pas comme quelqu'un qui avait gagné une guerre, mais comme quelqu'un qui construisait la paix. Maya se tenait à la fenêtre de la chambre 301, l'une des rares pièces de la lanterne à os qui donnait sur l'horizon de la ville. C'était le crépuscule, et les lumières du Bronx scintillaient comme une constellation tranquille. Le sol sous ses pieds avait été poncé et poli la semaine précédente, les rideaux étaient neufs, et l'odeur de citron et de bois persistait grâce à l'aérosol naturel de Carla. Mais ce n'était ni la vue ni le mobilier qui avait amené Maya ici ce soir. C'était ce que cette pièce avait autrefois contenu, chaos, secret, le silence des choses non dites. C'était ici que Carl avait signé des contrats, ici que certaines des pires affaires avaient été cachées. Et maintenant, c'était vide, propre, prêt pour quelque chose de mieux. En bas, la grande salle était vivante de musique. Ce soir était le premier gala communautaire officiel de la Lanterne à os, une célébration de la survie, de la résilience et de la renaissance. Les vendeurs locaux avaient donné de la nourriture, des musiciens jouaient du jazz près de l'ancienne cheminée, et des familles remplissaient l'espace de rire. Des enfants en smoking d'occasion et en chaussures scintillantes se poursuivaient entre les tables. Maya avait insisté pour que l'événement soit gratuit. On l'a déjà payé, avait-elle dit, avec chaque quart, chaque cicatrice, chaque histoire. En descendant les escaliers, elle entendit la voix de Carla résonner depuis le hall. Maya, ma fille, si tu ne viens pas chercher ce gobelet aux pêches, je te jure que je le mange pour toi. Des rires suivirent, et Maya sourit. Elle ajusta sa robe verte émeraude simple, empruntée à la cousine de Jenny, et se fraya un chemin dans la foule. Jenny était sur scène avec sa guitare, chantant un classique de Nina Simone avec une âme qui fit taire toute la salle. Anthony était près du bol de punch,
engagée dans une conversation animée sur le basket-ball des Knicks avec 2 postiers retraités. Même Miguel, qui avait autrefois raillé l'idée que Maya dirige un hôtel, aidait maintenant un groupe d'adolescents à porter des chaises supplémentaires depuis le placard de rangement. Quand Jenny termina, les applaudissements éclatèrent, et quelqu'un poussa Maya vers le micro. Elle résista d'abord, secouant la tête, mais Carla lui lança un regard, celui qui voulait dire « Ne discute pas sauf si tu veux perdre ». Maya monta sur la scène improvisée. La foule se tut. Elle regarda la salle remplie de gens qu'elle pensait ne jamais vraiment connaître, des gens qui, il y a quelques mois, évitaient à peine le contact visuel dans l'ascenseur. Maintenant, ils se tenaient épaule contre épaule, comme une famille. « Je n'ai pas de discours », commença Maya, la voix stable. « Mais j'ai quelque chose à dire. Quand j'avais 12 ans, j'ai demandé à ma mère pourquoi les gens appelaient toujours notre quartier la partie rude du Bronx. Elle m'a dit « Parce que les gens ne viennent pas ici en s'attendant à voir de la beauté. Mais c'est leur perte. » Je ne comprenais pas à l'époque, mais maintenant, oui. Elle jeta un coup d'œil au symbole de la lanterne peint au-dessus de la nouvelle cheminée, sa lueur douce illuminant le mur derrière elle. On nous a sous-estimés, ignorés, menti. Mais nous n'avons jamais été brisés. Et quand cet endroit a failli être englouti par la cupidité, ce sont vos voix, vos mains, qui l'ont ramené. Ses yeux trouvèrent Carla, puis Anthony, puis Jenny. J'ai peut-être signé les papiers, mais chacun d'entre vous, chaque personne ici, vous avez construit ça. Vous avez fait de cet endroit plus qu'un hôtel. Vous en avez fait une maison. Une maison avec de la lumière. La salle resta immobile un instant, puis les applaudissements montèrent, pas sauvages ni ostentatoires, mais sincères. Les gens applaudirent comme s'ils le pensaient, comme si ce n'était pas pour le spectacle, mais un remerciement. Et à ce moment, Maya ne se sentit pas comme la fille qui avait traîné un milliardaire ivre hors du trottoir, ou la femme qui avait affronté des menaces et de l'intimidation. Elle se sentit comme quelqu'un qui était enfin rentré chez lui. Plus tard cette nuit-là, après que la foule fut partie, Maya s'assit sur les marches de l'entrée avec Carla, toutes deux sirotant le dernier cidre de pomme dans des gobelets en plastique. « T'as fait du bon boulot », dit Carla, lui donnant un léger coup d'épaule. « Nous avons fait », répondit Maya. La rue était calme maintenant, quelques guirlandes lumineuses clignotaient encore le long de l'auvent. L'hôtel derrière elle bourdonnait d'une chaleur résiduelle, l'odeur de la nourriture, le son des balais, le soupir des vieux murs qui s'installaient. « Je pensais, » dit Maya, « à créer un fonds de bourse pour les enfants du quartier. L'appeler l'héritage de la lanterne. Les aider à aller à l'école, étudier l'hôtellerie, ou n'importe quoi, vraiment. » Carla sourit. « Tu ne t'arrêtes pas, hein ? » Maya secoua la tête. « Pas tant que cet endroit n'est pas plus qu'une histoire de retour. Je veux que ce soit un modèle. » Carla leva son gobelet. « Au modèle, alors. » Maya fit teinter le sien contre celui de Carla. « À construire l'avenir. » Une brise agita la bannière au-dessus de la porte, et Maya leva les yeux pour voir les mots briller faiblement sous le lampadaire. « The Lantern House. » Un lieu où appartenir. Une voiture passa lentement dans le quartier, le chauffeur hochant poliment la tête. Depuis une fenêtre d'appartement de l'autre côté de la rue, un enfant fit un signe. Maya répondit par un signe. Elle ne savait pas ce que demain apporterait, peut-être plus de défis, peut-être plus de lettres. Mais elle savait une chose pour sûre, quoi qu'il arrive, elle était prête. Parce que la Lantern House n'était plus seulement la sienne. Elle appartenait à tous ceux qui croyaient au recommencement. Et elle continuerait à brûler, discrètement, férocement, inébranlablement. Une lumière pour les fatigués, une promesse dans l'obscurité, un héritage écrit un jour, un nom, un choix à la fois.